Ils m'ont forcé à signer ces papiers, ces documents qui devaient sceller la fin de ma vie, la fin de tout ce que j'avais bâti pierre par pierre. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous-même. Écoutez. Mon cœur saignait, pas seulement de la douleur de leur trahison, mais de l'amertume de savoir que les mains que j'avais nourries, les esprits que j'avais éclairés, étaient maintenant celles qui tentaient de me dépouiller. J'avais 72 ans, une vie de labeur derrière moi, des sacrifices innombrables pour mes enfants, et voilà comment ils me remerciaient. Ils pensaient avoir gagné, que leur avidité allait triompher de ma dignité. Ils ne savaient pas que, bien avant ce jour humiliant, j'avais déjà posé le premier pion d'une partie bien plus complexe, une partie dont les règles étaient dictées par une justice silencieuse, patiemment tissée dans l'ombre de leur propre arrogance. Leur sourire triomphant masquait une ignorance totale de la vérité, une vérité qui allait bientôt éclater, non pas comme un murmure, mais comme un coup de tonnerre. Je suis assis ici, dans ce fauteuil vieil et usé, au milieu de la pièce principale que j'ai construite, de mes propres mains. Le silence est assourdissant, un silence épais, qui pèse plus lourd que les murs de pierre. La lumière du crépuscule filtre à travers les rideaux jaunis, dessinant des motifs de poussière dans l'air immobile. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent contre la vitre, résonne comme un reproche. Il n'y a plus de rires ici, plus de voix, juste là, écho lointain d'une vie qui fut, d'un foyer qui débordait autrefois de l'agitation de mes enfants. Leurs photos sur la cheminée, autrefois honorées, semblent maintenant me regarder avec une indifférence glaciale, témoin muet de l'oubli dans lequel je me suis retrouvé, un homme invisible dans sa propre forteresse. Mes mains autrefois fortes et habiles, reposent inertes sur mes genoux, ridées et tachées par les années de labeur. Elles se souviennent du grain du bois, de la chaleur de la terre, du poids d'un enfant endormi. Aujourd'hui, elles ne touchent plus que le vide, l'absence de tendresse. Le thé refroidi dans ma tasse ébréchée, posé sur la petite table de bois que j'avais sculptée pour ma femme. Chaque objet autour de moi est une relique, imprégnée de souvenirs qui, au lieu de réchauffer, pincent mon cœur. Les regards fuyants de mes enfants lors de leur rare visite, leurs paroles hâtives, le mépris à peine voilé dans leurs yeux. Tout cela s'est gravé en moi, plus profondément que n'importe quelle cicatrice physique. Je ne suis plus leur père, juste une ombre encombrante, une chose avidée de sa substance. Quand j'y étais jeune, le bois me parlait. Je rêvais de sculpter des formes, de donner vie à des œuvres qui traverseraient le temps. Mais la vie avait d'autres plans, des plans plus terre à terre, plus exigeants. J'ai rencontré Marie, et avec elle est née la promesse d'une famille, d'un foyer que je devais bâtir de mes propres mains, au sens propre comme au figuré. Mes outils de sculpteur ont été rangés, remplacés par ceux de l'ouvrier agricole, puis du menuisier. Chaque aube me trouvait debout, avant même le chant du coq, les mains déjà calleuses, le corps prêt à l'effort. Le salaire était maigre, mais chaque sou économisé était un pas vers cette fondation que je visualisais, une pierre de plus pour l'avenir de ceux qui, étaient encore que des rêves. Je savais que ma propre passion devrait attendre, que leur bonheur passerait avant le mien. Ce haine était pas un sacrifice, mais une évidence, un choix dicté par l'amour pur et inconditionnel. Était le début de ma vie de pourvoyeur silencieux, un rôle que j'ai embrassé avec une fierté tranquille, sans jamais me plaindre du poids qu'il représentait. Cette maison, celle-là même où je suis assis, n'est pas qu'un assemblage de pierres et de bois. Elle est le reflet de chaque goutte de sueur versée, de chaque muscle endolori, de chaque hiver passé à travailler dehors, le vent mordant mes joues. Les week-ends, alors que d'autres se reposaient, je portais des briques, je coupais des poutres, j'apprenais les gestes du maçon et du charpentier. Marie m'apportait du café chaud et des sandwichs, son regard plein d'une tendresse qui, même, était le plus doux des encouragements. Les enfants, encore petits, jouaient autour de nous, ignorant la signification profonde de ces murs qui, élevaient lentement. Chaque pierre posée était une promesse de sécurité, de chaleur, un abri contre les incertitudes du monde. Ce N était pas seulement une maison, était notre sanctuaire, construit avec l'amour le plus pur, une forteresse de labeur et d'espoir pour l'avenir de ma lignée. J'y ai mis mon âme, mon corps, mon cœur, et bien plus encore, sans jamais compter les heures. Le quotidien était une bataille constante. Mais je m'assurais toujours qu'il y ait du pain sur la table, des légumes du jardin, et, les jours de fête, un poulet rôti dont l'odeur embaumait toute la maison. Je me souviens des matins froids où je partais avant l'aube, le sac de repas préparé par Marie, pour ne revenir que, à la nuit tombée, épuisé mais le cœur léger de savoir que mes enfants avaient eu leur repas chaud. Leurs petits vêtements, souvent rapiécés, étaient toujours propres,
lavés et séchés avec soin par Marie. Je me souviens de leurs visages illuminés par une simple pomme cueillie dans le verger voisin, de leur rire lors des repas où nous partagions les histoires de la journée. Nous n'avions pas grand-chose, mais l'essentiel était là, l'amour, la nourriture, un toit. Je me souciais plus de leur ventre rempli que du mien, de leur confort que du mien. Leur bien-être était ma seule boussole, ma plus grande richesse, et je ne regrettais aucun de ces efforts silencieux. L'argent était rare, mais pour l'éducation de mes enfants je n'ai jamais hésité. Je rêvais d'un voyage en Italie avec Marie, de voir les chefs, œuvres de la Renaissance. Mais les frais de scolarité de l'aîné pour son lycée technique ont pris le dessus. Ensuite il y a eu les études universitaires des deux autres, des sommes que je n'aurais jamais cru pouvoir réunir. J'ai fait des heures supplémentaires, des petits boulots de nuit, des réparations pour des voisins, tout ce qui pouvait apporter un franc de plus. Mon projet d'ouvrir un petit atelier de sculpture, mon refuge, ma passion secrète, a été mis de côté, année après année. Leurs cahiers ne devaient jamais manquer, leurs livres devaient être les meilleurs, leurs professeurs les plus qualifiés. Je voulais qu'ils aient toutes les chances que je n'avais pas eues, qu'ils puissent choisir leur voie, sans les contraintes financières que j'avais connues. Leur avenir était mon investissement le plus précieux, un héritage d'opportunités que je leur tendais à bout de bras, espérant qu'ils le saisiraient. Chaque Noël était une occasion de magie, même si nos moyens étaient limités. Je me souviens d'avoir passé des nuits entières à l'atelier, après ma journée de travail, pour fabriquer la petite voiture en bois, que mon fils aîné désirait tant, ou la poupée articulée pour ma fille, avec des chutes de tissu et des morceaux de bois récupérés. Leurs yeux émerveillés à l'ouverture des cadeaux, ces sourires innocents, étaient ma plus belle récompense, effaçant d'un coup toute la fatigue accumulée. Une fois par an, pour leur anniversaire, j'achetais une petite pâtisserie de la ville, un luxe rare, qui transformait le simple goûter en un festin royal. Ces moments étaient gravés en moi, des éclairs de joie pure, qui justifiaient chaque renoncement, chaque privation. Je voulais qu'ils aient des souvenirs heureux, des instants de légèreté, sans jamais réaliser le prix que je payais, pour ces petites bulles de bonheur éphémères. Mon seul désir était de les voir épanouis. Je n'ai jamais demandé de remerciement, ni de reconnaissance. Mon rôle, tel que je le concevais, était de donner, de pourvoir, de protéger, sans jamais attendre de retour. Les promesses que je faisais étaient silencieuses, gravées non pas sur des papiers, mais dans le marbre de mon âme. Je les ai vus grandir, s'amessi katatri, épanouir, prendre leur envol, et chaque succès qu'ils ont rencontré était pour moi une victoire personnelle, le fruit de mes efforts discrets. J était le rocher sur lequel ils pouvaient s'appuyer, la main qui les relevait sans bruit, le dernier à manger pour m'assurer que leurs assiettes étaient pleines, le premier à me lever pour préparer la journée. Leur mariage, leurs premiers achats immobiliers, leurs enfants. Autant de chapitres de leur vie que j'ai aidé à écrire, souvent dans l'ombre, toujours avec la même dévotion inébranlable. Je croyais en leur bonheur plus qu'en le mien, et cet amour pur était ma seule et véritable fortune, un trésor invisible que seul n'avait jamais su voir. Les premières fissures sont apparues insidieusement, comme une toile d'araignée invisible, qui se tisse autour de mon cœur. Au début, ce N était que des appels manqués, des messages sans réponse. Je laissais des messages vocaux, des mots simples, espérant juste entendre leur voix. Un signe de vie. Mais le silence était la seule réponse, un silence pesant, qui remplissait la maison plus que n'importe quel bruit. Quand ils daignaient enfin répondre, leur voix était pressée, leurs excuses creuses. Les visites, déjà rares, se sont espacées davantage, devenant des apparitions fugaces, des obligations expédiées en quelques minutes. Ils venaient, le regard fuyant, prétextant toujours un emploi du temps chargé, une urgence ailleurs. Les conversations se limitaient au strict minimum, des banalités sans âme, et parfois, des mots durs, des reproches voilés sur ma vieille façon de voir les choses, ou ma résistance au changement. Était comme si l'air de ma maison les étouffait, comme si ma présence était devenue une contrainte insupportable, une tache sur leur image de réussite. Je sentais le fil se rompre, un à un, puis, la distance s'est muée en une forme de rejet plus subtile, plus insidieuse. Leur regard ne me croisait plus, il glissait sur moi comme sur un meuble. Les gestes d'affection, même les plus anodins, avaient disparu. Une main posée sur mon épaule, un simple sourire, tout cela était devenu un lointain souvenir. Lors des repas, quand ils venaient je me retrouvais souvent à l'eau, écart, mes paroles ignorées, mes anecdotes coupées court. Ils parlaient entre eux de leurs projets, de leurs vacances, de leurs difficultés, comme si étais absent de la pièce, une ombre transparente. Les décisions importantes concernant la maison, la famille,
même des choses qui me concernaient directement, étaient prises sans ma consultation. Ils discutaient à voix basse, me laissant à écart, pour ensuite m'annoncer les faits accomplis d'un ton désinvolte. C était une forme d'effacement progressif. Une manière de me rendre insignifiant. De me dépouiller de mon rôle de patriarche, sans un mot d'explication. Juste par l'indifférence. Mon cœur se serrait à chaque fois, mais je ne disais rien, je me contentais d'observer. Le summum de l'humiliation silencieuse est arrivé un jour, puis un autre, se répétant avec une régularité déchirante. Lors des fêtes de famille, ces rares rassemblements où j'espérais encore un peu de chaleur, je me retrouvais invariablement relégué dans un coin, mon fauteuil écarté du cercle principal de conversation. Les rires et les discussions animées passaient au-dessus de ma tête, me laissant dans une bulle de solitude amère. Je me souviens de mon 70e anniversaire, où personne n'avait pensé à un gâteau, ni même à un simple souhait, jusqu'à ce que ma petite fille, avec une innocence bouleversante, me demande pourquoi ma bougie N était pas allumée. Ce jour-là, j'ai senti une part de moi, éteindre, pas de colère, mais d'une tristesse infinie. Et puis, il y a eu cette porte, celle de la chambre de l'un d'eux, que j'ai vue se refermer brusquement alors que j'approchais, sans un mot, sans un regard. C était la manifestation la plus claire de leur désir de me maintenir à distance, de me cacher, de me faire disparaître. C était le point de non-retour, la confirmation que l'homme qu'ils considéraient comme leur père N était plus qu'un fardeau, une relique à enfermer dans le passé. Mon silence N était pas de l'impuissance, mais le calme avant la tempête. Je me suis rendu à la gendarmerie il y a des semaines, un après-midi où le soleil tapait fort, mais où mon cœur était glacé. Ce N était pas une démarche de vengeance, non. C était un acte de survie, un ultime rempart contre la marée montante de leur avidité. J'avais pressenti leurs intentions bien avant qu'ils n'osent prononcer le mot héritage, avec tant de désinvolture. Les silences, les regards fuyants, les sous-entendus constants, tout formait une mélodie discordante. J'ai signé un témoignage détaillé, une déclaration qui exposait leurs manœuvres, leurs tentatives répétées de me dépouiller. Ce N était ni un testament modifié, ni un trésor caché. C était plus subtil et lourd de conséquences. La vérité, couchée sur papier, sous serment. J'avais l'espoir secret de ne jamais l'utiliser, que leur conscience finirait par les rattraper. C était ma dernière carte, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, invisible et silencieuse, prête à tomber si l'impensable se produisait. Je ne voulais pas les détruire, juste me protéger, et, peut-être, leur ouvrir les yeux sur la gravité de leurs actes. J'ai gardé ce secret au fond de moi, comme une pierre précieuse protégée des regards indiscrets. Il pesait lourd, mais d'un poids apaisant, celui d'une justice en attente. Pendant des semaines, j'ai observé leurs manœuvres, leurs sourires forcés, leurs paroles mielleuses masquant une intention civile. Chaque geste, chaque mot, chaque tentative de me faire plier, ne faisait que renforcer ma conviction. Mon intention initiale, N, était pas de les voir punis, mais de me donner un moyen de pression, une porte de sortie si les choses tournaient au pire. Je rêvais encore d'un sursaut d'humanité de leur part, d'un retour à l'amour filial. Mais le jour où ils m'ont forcé à signer ces papiers, où leurs visages se sont durcis d'une cruauté manifeste, le dernier espoir s'est éteint. La douce mélodie de l'espoir s'est muée, en un glas assourdissant. Ce N était plus une menace latente, mais une sentence inévitable, conséquence de leur arrogance et de leur manque d'empathie. Ce jour-là, la carte que je tenais s'est transformée en une arme de pure dignité. La douleur N était plus un cri, mais un froid glacial qui, S, était installé en moi, purifiant l'espace que l'amour filial avait autrefois occupé. Je n'ai pas hurlé, n'ai pas exigé de réparation, j'ai simplement agi, avec la précision d'un artisan qui connaît son métier. Les jours qui ont suivi cette signature forcée ont été marqués par une clarté nouvelle, presque effrayante. J'ai contacté mon notaire, un homme discret qui avait toujours respecté mon silence. Les instructions étaient simples, sans fioriture. Mon testament devait être modifié, non pas pour priver, mais pour rediriger la substance de ma vie vers ceux qui en seraient dignes. J'ai commencé à vendre, discrètement, des biens qui avaient une valeur mais aucune âme, des machines agricoles, quelques outils rares que j'avais accumulés. Chaque transaction était un pas de plus vers la reprise de mon récit, un fil que je tissais moi-même, loin de leurs mains avides. C était une libération silencieuse, un acte de souveraineté sur ma propre destinée. Je ne cherchais pas la vengeance, mais la justice,
une justice qui se construisait dans le silence de mes actes. Puis vint le jour où cette maison, ma forteresse de labeur et d'amour, devint un simple bien à liquider. Sans un mot, sans un regard en arrière, j'ai orchestré sa vente non pas au profit de mes enfants, mais pour une association qui aidait de jeunes familles à s'installer et à bâtir un foyer. La transaction fut rapide, discrète, une autre maille dans le filet de ma nouvelle liberté. J'ai emporté avec moi seulement quelques objets, des souvenirs qui n'avaient de valeur que pour moi, et j'ai disparu. Pas de message. Pas d'adieu. J'ai coupé les ponts avec un passé qui ne me reconnaissait plus. Mes actions étaient silencieuses, stratégiques, empreintes d'une froide détermination, mais animées par une moralité inébranlable. Je reprenais le contrôle de mon histoire sans prononcer un seul mot, laissant mes gestes parler plus fort que toutes les explications. Était ma réponse à leur avidité, une dignité retrouvée dans l'anonymat, un dernier acte de providence, cette fois, pour des inconnus méritants. Ils sont réapparus comme des ombres projetées d'un passé que je croyais révolu, mes enfants, avec une soudaineté déconcertante après des mois de silence. Leurs visages, autrefois si familiers, arboraient désormais des sourires forcés, des masques de sollicitude que je reconnaissais instantanément. Ils apportaient des paniers garnis ostentatoires, des cadeaux coûteux, sans âme, sentant la tentative désespérée de rachat. Leur voix était douce, mielleuse, tissant des excuses creuses sur leur absence, sur le stress de la vie moderne, qui les avait éloignés. Ils parlaient de « renouer les liens », de « rattraper le temps perdu », des phrases toutes faites qui sonnaient faux. Je les écoutais, assis, mes mains sur mes genoux, mon regard posé sur leurs yeux qui trahissaient une anxiété latente, une soif non dissimulée. Était un spectacle bien rodé, une comédie jouée pour un auditoire qu'ils croyaient naïf. Chaque mot était une tentative de manipulation, chaque geste une ruse. Je sentais leur intérêt, leur calcul, flotter dans l'air, plus lourd que le parfum de leur présent. Leurs sourires étaient des pièges, leurs paroles des chaînes, qu'ils espéraient me faire enfiler de nouveau. Leur numéro s'est intensifié au fil des jours, leurs visites devenant plus fréquentes, leurs appels plus insistants. Ils me demandaient ce dont j'avais besoin, proposaient des services inattendus, faire des courses, nettoyer la maison, des gestes jamais envisagés auparavant. Ma fille me demandait si j'avais froid. Mon fils aîné évoquait des vacances en famille, des chimères tissées de culpabilité et d'intérêt. Ils tentaient de me ramener dans leur giron, de réparer l'irréparable, non par amour, mais par peur de ce que j'avais pu faire. Je voyais dans leurs yeux l'ombre grandissante de l'inquiétude, la nervosité qui les rongeait. Ils ne parlaient plus de papier, mais de souvenirs, des rires d'antan. Ils s'accrochaient à l'idée d'une réconciliation, pensant que le temps effacerait leurs transgressions. Je les laissais parler, mes réponses réduites à des murmures ou des hochements de tête. Mon silence était pas de l'indécision, mais la preuve d'une certitude inébranlable. Ma décision était prise, gravée dans le marbre de mon âme. Je n'avais plus rien à leur dire, ni à leur pardonner. Une paix froide avait remplacé l'amour filial, une dignité retrouvée dans le détachement. Leur agitation croissante, ces sourires forcés et ces cadeaux ostentatoires, ne faisaient que confirmer la justesse de mes actions passées. J'observais leurs visages, autrefois chéris, déformés par l'anxiété, et je ne ressentais plus la moindre once de pitié. Le pardon ? Il ne pouvait exister là où il n'y avait eu ni remords sincères, ni reconnaissance véritable de mes sacrifices. Les murs de cette maison, qui avaient abrité tant de mon labeur, étaient maintenant vides de leur présence, vendus à des inconnus qui, je l'espérais, les rempliraient d'un amour que mes propres enfants avaient oublié. Ma déclaration à la gendarmerie était pas une vengeance, mais une affirmation de ma dignité, un ultime acte pour qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils avaient piétiné. Je ne les détruirais pas avec des mots, mais par la force silencieuse de mes choix, les laissant face aux conséquences inévitables de leur avidité. Était une justice froide, oui, mais juste, et elle ne serait pas négociée. Je me tiens aujourd'hui, libéré du fardeau de l'attente et de la déception, le cœur apaisé par une paix que seul le temps et la vérité peuvent offrir. Leurs tentatives de réconciliation, ces masques de tendresse, n'ont été que des reflets de leur propre panique, des échos lointains d'une humanité qu'ils avaient eux-mêmes étouffée. Je ne ressens ni triomphe, ni désir de vengeance. Juste la clarté d'un homme qui a repris le contrôle de son récit, qui a tracé sa propre voie, sans se soumettre aux attentes de ceux qui l'avaient abandonné. Ma dignité est ma seule richesse, mon silence ma plus grande force. Les conséquences de leurs actes ne sont pas ma punition, mais leur propre héritage, patiemment cultivé par leur avidité.
Je les ai laissés face à ce qu'ils ont semé, avec la certitude que certaines leçons ne s'apprennent que dans le vide qu'on a soi-même créé. Mon chemin, désormais, est celui de la sérénité. Et vous, qui écoutez mon histoire, auriez-vous agi différemment, ou auriez-vous laissé la vie leur donner la leçon qu'ils méritaient ?